Alors, je m'en excuse aussi, mais enfin c'est nécessaire pour la compréhension. Je vous ai mis une coupe anatomique transversale du cou d'un bovin, pour vous faire comprendre un peu la problématique. Vous avez donc des... Donc vous avez la vertèbre, avec la moelle épinière. Vous avez donc à l'intérieur de la vertèbre, et ça c'est très important, la veine et l'artère vertébrale. Vous avez donc la trachée, vous avez l'œsophage qui sont le côté l'un de l'autre. Vous avez donc les carotides, les deux carotides et les deux jugulaires. Et vous avez le nerf vague et le nerf cervical. Lorsqu'on avale en halal, ou en cachère, hein, puisque en fait la technique est la même, et le halal, le terme peut recouvrir le cachère, vous avez un égorgement jusque là, c'est-à-dire toute cette partie est coupée. Vous voyez que donc la trachée se trouve à l'air libre, vous voyez que l'œsophage se trouve coupé à côté, il y a des régurgitations qui proviennent de l'estomac, qui vont souiller donc toutes ces parties-là, qui vont aller vers la trachée, l'animal continuant à respirer, bien entendu, donc on va avoir des souillures qui vont arriver jusque dans les poumons. Donc vous voyez toutes ces souillures. Vous avez en plus, je ne l'ai pas marqué sur ce truc-là, la peau elle-même est souillée, puisqu'on estime qu'il y a 25% des bovins ou des moutons qui rentrent à l'abattoir qui sont sales. C'est-à-dire que là aussi, donc on a une contamination par la peau qui va venir souiller cette partie de la viande qui va d'ailleurs, les parties de l'encolure sont les parties qui sont utilisées principalement pour les steaks hachés. Pardon. Ah oui, excusez-moi. Oui, parce que là, effectivement, je bloque. Vous voyez, j'ai encore des progrès à faire en tant que conférencier. Donc, c'est déjà, quand vous voyez un petit peu la situation, vous commencez à comprendre où peut se situer le problème. Et puis vous avez... Ah oui, il y a un petit... Vous avez l'autre côté. Ah, je suis d'accord. Ok, mais je vais me servir de ça. Je vais me servir de ça, ceci, ça. Voyons, ça marche. Ah oui. Ouais, c'est moyen. La lumière, c'est trop... Quand c'est trop clair, ça vous en parle. Bon. Donc vous avez deux techniques de saignée. Vous avez soit donc au niveau du cou, à la partie haute du cou, on va chercher l'artère et la veine de chaque côté, soit à l'entrée de la poitrine. Vous avez ici, vous voyez, donc le sinus carotidien, qui est juste à l'entrée de la poitrine, là au-dessus du sternum, et que vous pouvez atteindre, et vous n'avez qu'une seule entaille. C'est une technique d'ailleurs qui est de plus en plus employée parce que on n'a aucun risque de toucher un autre organe. Hein. Et on a une saignée qui est extrêmement rapide, puisque ce sont des vaisseaux encore plus gros. Et c'est comme ça d'ailleurs que, pour ceux qui ont assisté dans les fermes, quand on tue le cochon, on met le couteau, puisque le cochon a un goût très court, et les veines sont difficiles à toucher, on lui met le couteau justement au milieu, juste au-dessus du sternum. Et on va toucher voilà, je m'excuse de tous ces détails, mais qui sont utiles pour la compréhension de la problématique du halal. Alors, ça, donc, on va procéder à l'étourdissement. Vous voyez, le bovin est dans le couloir, l'opérateur va lui mettre le matador sur le crâne, et on le voit, c'est une vidéo, mais j'ai choisi de mettre une photo fixe. L'animal tombe comme une masse. Ça s'ouvre sur le côté, il va glisser sur un plan incliné, on va le suspendre aussitôt, et on va procéder à la saignée. On va procéder à la saignée, c'est-à-dire que l'animal ne va pas traîner par terre. Alors on peut constater, vous voyez donc les impacts du matador, ici ça a été préparé. Et on voit aussi donc les incisions, vous voyez ces petites incisions qui sont sur le côté. J'ai une photo après où c'est plus visible. Vous voyez donc l'incision qui a permis la saignée. Alors je suis désolé de vous montrer ces choses-là, mais c'est quand même utile, c'est indispensable. On n'est pas des purs esprits, hein, et pour arriver à comprendre cette problématique, il faut qu'on ne peut pas être dans le virtuel et dans le bisounours. Il faut quand même voir la réalité des choses. Donc ça, vous voyez la taille de l'incision, la propreté générale, vous voyez donc comme l'animal est propre, le sang est recueilli donc dans
un caillebotis, et donc il y a donc une rigole dessous, où le sang va être recueilli. Alors ça, maintenant, on va voir l'abattage à l'âne. Donc, images choc qui sont prises dans plusieurs abattoirs français. Alors, à ce niveau-là, vous voyez, donc je vais vous montrer un bovin qui vient d'arriver dans le piège. Alors là, c'est un piège tournant qui permet de respecter des règles, notamment pour le cachère, où l'animal doit être la gorge sur le dessus. C'est-à-dire qu'il faut coucher, voilà. Et donc, vous voyez, cette espèce de tonneau, hein, cette espèce de piège basculant. Alors, parce qu'il y a quand même des raisonnements particulièrement spécieux qui sont utilisés par les autorités. Ils vous disent, à partir du moment, pour empêcher l'animal de souffrir, il faut l'empêcher de bouger. Est-ce que vous pensez bien franchement que si on vous ligote et qu'on vous empêche de bouger, vous allez moins souffrir? C'est une absurdité. Et ça fait partie des sophismes qui sont sans aucune contradiction colportés par l'ensemble des acteurs du système. Donc, dans tous les documents administratifs, vous veillerez à ce que les animaux soient immobilisés pour arrêter la souffrance. Et puis deuxième sophisme, là ce sont les partisans qui disent l'animal ne souffre pas parce que le couteau coupe bien. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors là, donc vous avez cet animal qui est dans ce piège. Oui, j'avais oublié de vous montrer, il y a une mentonnière, vous voyez ici, qui est pour l'instant en bas, mais qui va venir bloquer la tête en position étendue. On la voit ici, la mentonnière, vous voyez, et qui va laisser la place derrière pour pratiquer l'incision. Alors, on peut facilement imaginer l'angoisse et le stress de l'animal à ce stade-là. On ne peut pas dire que l'animal ne souffre pas, il doit quand même se faire du souci. Hein, il doit y avoir une sacrée décharge d'adrénaline qui aura une influence vraisemblablement sur ce qu'on appelle les qualités organoleptiques, c'est-à-dire les qualités gustatives de la viande qui vont en résulter. Alors à ce stade, le piège est encore propre, mais comme je vous ai mis, ça ne va pas durer. Voilà ce que ça donne. Là, l'égorgement a été fait. Vous voyez, donc il y a du sang partout. Vous pouvez constater la différence avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez? Donc, vous voyez l'énormité de la plaie. Vous voyez l'énormité de la plaie. Tout est souillé par du sang. Et, cerise sur le gâteau, puisque les animaux défilent les uns après les autres, on n'a pas le temps de nettoyer le piège entre chaque animal. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc là, c'est notre abattoir. Je vous ai marqué, on voit la trachée qui est ouverte. Alors les photos ne sont pas toujours très bonnes parce que ça a été pris souvent en caméra cachée. Hein, donc on voit l'énormité de la plaie. Vous voyez ici, tout ça c'est la plaie. Vous voyez l'énormité? Tout ça est béant. Vous avez, sur cette vidéo, on voit la trachée qui se dilate, etc. Parce que l'animal, il respire toujours, il est toujours vivant. Hein. Donc après ça, on ose vous dire que l'animal ne souffre pas. Donc là, c'est un autre piège qui n'est pas tournant, l'animal reste debout. Vous voyez, il vient d'être égorgé. Vous voyez la dimension de la plaie, ici, comme ça. Et vous voyez l'état de saleté en dessous, parce que l'animal piétine, il pédale là-dedans. Vous avez du sang, vous avez des excréments, vous avez de l'urine, vous avez tout. Tout là-dedans. Donc voilà l'animal de tout à l'heure qui maintenant... On a ouvert le piège pour pouvoir extraire la carcasse, extraire l'animal du piège. Vous voyez, il tombe, il s'écoule dans le piège souillé qu'on peut nettoyer entre chaque animal. L'animal est traîné au sol. On le suspend, parce qu'on est obligé de le suspendre. Après, on retrouve les mêmes phases. Je suis vraiment désolé de vous montrer ces photos, mais elles sont nécessaires pour se fixer quand même les idées. Celui-ci, vous voyez, vu ses yeux, elle n'est pas tout à fait morte, parce qu'évidemment, on n'a pas le temps d'attendre qu'il soit complètement oxy. Et il a donc cette énorme plaie qui traîne par terre. Quand vous avez eu 20, 30, 40, 50 bovins en fin de journée ou autre, vous pouvez imaginer la propreté et le bain microbien dans lequel... Voilà, donc vous voyez un petit peu l'idée de la propreté. Vous pouvez comparer avec ce que je vous ai montré tout à l'heure de l'abattage standard. Et alors, cerise sur le gâteau, puisque l'animal bouge, etc., on n'a pas la possibilité de ligaturer l'œsophage, et là, un beau cas de régurgitation.
donc du contenu de la panse, avec les souillures, hein, les souillures qui en dépendent. Alors, deuxième point très important, la qualité de la saignée et donc de la viande. Il y a un rapport de l'Académie vétérinaire de France rendu au ministre de la Terre, de l'Agriculture et de la Pêche en décembre 2006. Et les résultats des études ont montré que les moutons préalablement étourdis électriquement se saignent plus vite, que la rigor mortis, c'est-à-dire la rigidité cadavérique, arrive plus vite, et le pH aussi, qui est un facteur de qualité de la viande, sont meilleurs avec un mouton qui a été préalablement, enfin qui a été tué de façon normale. Telle enseigne que... Oui, j'ai encore appuyé sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Voilà. Oui, donc j'ai un ami boucher qui m'a dit que quand on lui livrait des moutons abattus à l'âne, il le voyait tout de suite, déjà par la taille de la plaie, et que la carcasse ne se conservait pas. Au bout de 4-5 jours, la viande devenait noire et commençait à suinter. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même un petit problème. Voilà, des 3 méthodes testées. Vous avez l'étourdissement par tige pénétrante, celle que je viens de vous montrer, suivi de la saignée, semble la meilleure. L'étourdissement électrique immédiatement suivi de la saignée apparaît lui aussi meilleur que la saignée seule, c'est-à-dire sans étourdissement. Donc vous voyez, ça aussi c'est un argument scientifique, prouvé par des recherches, des analyses, des examens qui ont été faits, qui montrent que, contrairement aux allégations des tenants de l'abattage actuel, la saignée est meilleure. Parce qu'il faut bien voir, j'y reviendrai tout à l'heure avec les travaux de Sami Adem, les textes religieux juifs et musulmans demandent que l'animal soit saigné. Donc il n'y ait plus de sang, parce que dans ces cultures, dans ces religions, le sang est considéré comme quelque chose d'impur. Hein, c'est l'âme de l'animal, etc. Et on retrouve d'ailleurs cette phobie du sang dans la conception que ces gens-là ont de la femme, hein, justement, parce qu'elle perd du sang régulièrement. C'est pour ça que la femme est un être impur, donc qui est cause de beaucoup de problèmes. Hein, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Alors, donc, la saignée. Alors, je vous montre un mouton qui a été égorgé, selon la... Là, on voit toujours, bien entendu, la plaie. Et alors, il se produit justement avec l'abattage à l'âne un phénomène qu'on appelle les faux anévrismes, et qui empêche, parce que vous voyez, il est toujours vivant, il tient toujours sa tête haute, pour très longtemps, bien entendu. Mais vous voyez que ça ne saigne plus. Pourquoi ça ne saigne plus? Parce qu'il y a eu un faux anévrisme, et qui est lié à un phénomène tout à fait connu. Les artères, je passe parce que ça sur cette photo. Pourquoi? Parce que les artères sont des élastiques, et lorsque le pouls est comme ça, donc les artères rentrent dans leur gaine et elles s'obturent. C'est un phénomène naturel qui permet justement d'éviter l'hémorragie. C'est un phénomène de survie qui permet la survie en cas de grosse hémorragie, dans certains cas, bien entendu. Donc vous voyez, on n'a pas encore progressé dans l'ensemble de l'étude du malade, mais on voit déjà quand même un certain nombre de choses qui sont qui interpellent. Alors, en ce qui concerne les risques sanitaires, ils sont représentés tout d'abord par les Escherichia coli, la souche notamment O157H7, qu'on appelle aussi les STEC ou les EHEC, ce qui veut dire STEC, ça veut dire Shiga toxine Escherichia coli, puisque ces Escherichia coli sécrètent des toxines qui sont extrêmement dangereuses, qui provoquent le SHU, c'est-à-dire le syndrome hémolytique et les EHEC, c'est-à-dire entéro-hémorragique Escherichia coli. Et ces germes, ces souches sont apparues récemment, sans doute par mutation génétique, par le phénomène dont je vais vous parler tout à l'heure, donc par les virus bactériophages. On a aussi des germes qui sont moins souvent rencontrés, qui sont les salmonelles, les campylobactères ou les Klebsiella. On a donc un gros problème, notamment d'avenir, qui est représenté par le staphylocoque doré, qui peuvent provoquer des troubles digestifs, mais surtout donc des infections qu'on trouve notamment dans les hôpitaux, infections nosocomiales, qui résistent à tous les antibiotiques. Et au cours des opérations de l'abattage, dans les conditions de l'abattoir,
justement, les transferts de résistance peuvent se faire par l'intermédiaire des virus bactériophages. Et pour terminer, il y a des maladies à prions, type vache folle, les moutons tremblants, qui entraînent chez l'homme la maladie de Creutzfeldt-Jakob, sachant que ces prions, ces maladies à prions, sont vraisemblablement des maladies d'avenir qui poseront de très nombreux problèmes, et notamment sur les populations musulmanes, puisque du fait de leurs habitudes alimentaires et culinaires. L'avantage pour les responsables politiques des mauvaises décisions, c'est qu'ils seront sans doute hors des affaires depuis longtemps, puisque l'incubation peut aller jusqu'à 55 ans. Hein. Donc en général, au moins minimum 2 ans d'incubation, et ça peut aller jusqu'à 55 ans. Vous voyez, donc en général, ça peut être 8, 10 ans, 15 ans. Donc des maladies à prions. Alors, pour vous dire, les responsables politiques sont informés au plus haut niveau. La viande halal, que les Français sachent bien que sous ma présidence, rien ne sera toléré en termes de présence de viande halal dans les cantines de nos écoles. Donc qu'il n'y ait pas nécessité de faire peur. Et donc, M. François Hollande, le 2 mai 2012, donc lorsqu'il est face à Nicolas Sarkozy, qui a dû lui parler de la viande halal peu de temps avant, dit « Moi, président, et je prends l'engagement, il n'y aura pas de viande halal dans les cantines scolaires, il n'y a pas nécessité de faire peur. » Ce qui veut dire qu'il est parfaitement au courant que, la viande halal est dangereuse, hein, et que c'est au niveau des cantines scolaires que ça pose le plus de problèmes. C'est une preuve s'il en était besoin. Autre preuve, la circulaire ministérielle du 23 avril 2007, qu'on appelle aussi la circulaire steak haché. Alors elle est très longue, il y a pas mal de choses, et elle recommande, parce qu'il y a eu en 2005, année où il y a eu une montée en puissance de l'abattage halal dans les abattoirs, il y a eu de très nombreux cas d'intoxication par le O157H7. Alors, je vous ai reproduit ce qu'ils disent à l'intérieur de la contamination de l'homme se produit par ingestion d'eau de poisson, etc. Viande de bœuf, en particulier hachée. Et les steaks hachés consommés crus ou peu cuits sont parmi les aliments les plus à risque. Alors évidemment, on noie le poisson. Des précautions doivent être prises à l'échelle de la filière, depuis l'amont, élevage, abattage, point de suspension, jusqu'à l'aval, restauration pour maîtriser ce risque. Donc, les autorités savent très bien que l'abattage, vous savez, c'est un petit peu comme une chaîne, on dit qu'une chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible. Hein? Lorsqu'on a laissé filer les conditions sanitaires au niveau de l'abattage, on a nécessairement augmenté le risque et fait courir un risque à la population. Et comme on ne veut pas stigmatiser, on va dire manger des steaks hachés cuits à cœur, c'est-à-dire immangeables, hein, parce que je ne sais pas si vous aimez les steaks hachés les uns ou les autres, mais ils ne sont bons que quand ils ne sont pas trop cuits. Hein, si vous le faites cuire à cœur, c'est sec, c'est vraiment immangeable. Bon. Et voilà, donc c'est-à-dire que, mais ça, ça fait partie de notre, malheureusement, de beaucoup de choses qu'on peut constater dans notre pays. On n'aborde pas les problèmes de front, on prend des solutions à la con, hein, excusez-moi le terme, qui contournent le problème.